Et du coup, on est toujours chez Two Notes. Il s'est passé environ 27 secondes entre les deux vidéos. Vous aurez l'impression qu'il s'est passé une semaine. Et du coup, là, derrière nous, il y a plein d'amplis, il y a plein de pédales d'effets. Donc, on va checker ça ensemble avec Guillaume. Ouais. Ici, on a un système assez intéressant. Parce que c'est pas juste un tas d'amplis sur des étagères ou un tas d'effets posés par terre. Alors, effectivement. C'était déjà quand même assez intéressant. Hein. Il y a un tas de trucs, mais en fait, le truc vraiment intéressant. Rien que là, c'est Noël pour beaucoup de gens, quoi. C'est ça. Là, t'as le PIB du Gabon. T'as le PIB du Gabon sur une étagère. Le pédalboard, il fait 5 mètres de large. Voilà, enfin... Ouais, à peu près. Ouais. Mais en plus, il y a pas toutes il y a d'autres pédales là-bas. Enfin, ouais, là, ça, c'est que les OD, tu vois. Le mec va voir une pièce. Alors ça, c'est ma pièce pour les overdrive. En fait, on compte en mètres comment t'as de mètres d'overdrive ou de mètres de fuzz. Donc, on a quelques mètres d'overdrive et de fuzz, compresseur. Ça, c'est tout ce qui est pré-ampli, non pré-ampli. Et tout ce qui est modulation de l'autre côté. En fait, le truc qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un système modulaire où, en gros, on peut switcher n'importe quelle pédale vers n'importe quel ampli vers n'importe quelle enceinte ou torpedo. Et ensuite, tout passe par la console et est envoyé vers les effets. Donc, en fait, les effets sont câblés comme des effets de console. Si tu descends un tout petit peu ou que je vire la lac. Donc, ici, on a pas grand chose parce qu'en fait on a fait des salons là, donc on a un peu désossé nos pédalboards. Mais ici on a notre petit truc d'effet. Ah, bon, il y en a même dessous. Voilà. Donc bon, il y en a plein des placards aussi. Bon, donc là c'est un peu c'est notre pédalboard d'île déserte. Tu vois. C'est-à-dire que si je dois partir qu'avec l'essentiel, c'est ces 100 là quoi. Donc en gros tu branches ta guitare à un bout là à droite. Donc t'as des tonnes de trucs, on a nos copains de chez Keystone, en général les produits des copains, je peux pas tous les citer parce qu'il y en a trop. Non, mais on a toujours les produits de référence en termes de compression, de fuzz, de buffer, d'overdrive, de disto. Il y a du Rêve, du Wampler, du Karl Martin, du Keystone, je peux pas tous les citer, on en a trop. Tous ces effets-là, encore une fois, c'est pour nous aller chercher des textures sonores et essayer de tester le plus de configurations possible avec les torpédos pour voir s'il y a un endroit où ça marche pas ou pour X ou Y raison. Une fois qu'on sort de là-dedans, on arrive dans les switchers qui sont les produits amplis qui sont là. Je crois que je peux même allumer tout ça. Donc on a les switchers qui sont là et en fait les effets arrivent là-dedans. Enfin les pédales overdrive, prom, etc. arrivent là-dedans. C'est ensuite envoyé dans tous nos amplis là, et en fait avec une télécommande on va choisir quel ampli on joue. Donc comme un plugin grandeur nature en fait, tu te branches à un côté et après tu peux essayer tout ce que tu veux. Donc tu peux faire des trucs marrants du genre comparer vraiment le son clair d'une 5150 qui normalement on n'a pas avec un bassman et te rendre compte que finalement si tu bidouilles un peu et que tu équilibres les niveaux, tu peux faire des choses assez approchantes. Alors là-dessus si tu veux, bon t'as du son clair sur à peu près 2 degrés d'angle là, hein, mais si tu fais abstraction du volume sonore et que tu passes dans un torpedo, et ben tu peux donc dans une configuration plus studio, tu peux faire des trucs cool. Donc ici on a... Après tu peux aussi faire écrire ton nom sur les amplis. Et là quand on arrive là... Je ne l'ai pas demandé, hein, qu'on soit bien d'accord. C'était un cadeau. C'était un cadeau de mes potes de chez Rêve. Mais là aussi, souvent, ils voulaient des torpédos. Moi, j'adore les amplis. Ils le savent. Ils m'ont dit, Guillaume, t'as préparé un petit truc avec un petit violet Two Notes, un petit Guillaume sur le truc sérigraphié. J'ai fait, oh, sérieux. Donc, voilà. Mais il est énormément joué. C'est aussi pour ça, souvent, le plus c'est haut, plus c'est joué. Ouais. Parce que c'est pour accéder au bouton. Donc en gros ici on a plein d'époques de la vie de la boîte ou de la mienne. Il y a mon Nos qui a beaucoup tourné avec combustion spontanée. Donc ça c'est un ampli conçu avec Gérard Cortier de Nos qui est encore joué. Alors plus sur scène maintenant, mais il est toujours bien sûr. Ouais. Alors il fait un peu moins de volume sur ses amplis, mais il fait beaucoup de répas et voilà. On se croise de temps en temps toujours avec plaisir. On a un petit Rêve des vins, notre petit kiki qu'on a développé avec Rêve, qui a l'avantage de pouvoir être soulevé à bout de bras contrairement aux autres. Et qui est très pratique. Ça c'est un ampeg d'un méga, un ampeg des années 70 à transistor, un peu plus compliqué à lever à bout de bras, mais qui nous donne certains sons. Ça c'est un chouchou à moi que j'ai chiné, que j'ai galéré pour trouver, qu'on a retapé, il y avait des modifications, on a tout viré. C'est pas Clément qui t'a aidé pour le choper? Clément connaissait un précédent propriétaire, je crois. D'accord. Voilà. Et je suis tombé sur l'annonce, il m'a dit qu'il le connaissait, il savait, il y avait des modifs de fait dessus un peu à la crassouille, soi-disant d'origine. Bon, on a tout giclé et on l'a remise propre avec mon pote Chris qui est de Single Ended, qui fait
tout ce qui est réparation du tube, c'est un peu notre gourou du tube local. Ça, c'est pas les choses que je fais moi-même. Donc, un de nos amplis de référence, Super Lead 73, voilà, ça marche grave. Un BD Custom, donc ça, c'est un Jet City modifié par Bruno Durand. Celui-là, c'est un CAE 3+. Donc, en gros, il part d'une base de Jet Custom, il jette tout le préamp, il refait la section préamp. Okay. Ça sonne mortel, ça sonne comme une custom audio. C'est un super ampli, pareil, un ampli de référence beaucoup utilisé ici. À côté, mes copains de la Boga. Donc, je vous ai dit que j'aimais les trucs un peu kitsch. Bon, bah, voilà, la preuve. S'il en fallait encore une. Peau de serpent sur du La Boga. On est dans l'esprit SLO. Super, super. C'est un autre voicing, mais on est vraiment proche dans l'état d'esprit, des grains similaires. Pareil, super ampli de ref. Le rêve, donc la machine à tout faire, 4 canaux, plein d'options, plein de switches, un pédalier de 4 mètres de long pour le contrôler. De quoi? On a le générateur 120. Voilà, donc ça c'est la première génération. Ouais, okay. Donc ça c'est le Mark 1, il y a un Mark 2, le Mark 3 c'est le 120 avec du torpédo embarqué. Ouais. Ensuite, bon bah ça c'est mon chouchou du son clair. Le Bassman forcément. Le Bassman, le truc que justement j'aime bien faire tester aux artistes ici parce que celui-là on peut le faire cruncher. Et ça pour cruncher un Bassman 100 watts si tu veux, si t'as pas un torpédo à l'atténuateur, c'est même pas en rêve. Alors que le son crunch de ce truc est incroyable, mais inutilisable à volume d'être humain. Ouais. Voilà. Le Mark V de nos copains de Mesa, ça c'était un cadeau de Mesa, bon c'est un beau cadeau. Un ampli un peu compliqué à prendre en main, mais quand t'as compris comment ça marchait, que t'as compris comment l'utiliser, pareil, un son clair de dingue, un crunch que j'adore, c'est vraiment ce que je préfère sur cet ampli, et un lead qui, une fois que t'as capté comment ça marchait, est génial. Faut un peu mettre les mains dedans, comme toujours chez Mesa, il y a autant de boutons à l'arrière qu'à l'avant, donc faut un peu plonger dedans. Synergy, c'est un peu la philosophie opposée, une poignée de boutons et des systèmes de modules. Ouais, c'est ce que tu fais. On a montré sur la vidéo précédente. Donc là, on a du Friedman, un autre Friedman, le Dirty Shirley. Je me demande si c'est pas celui-là d'ailleurs, le Dirty Shirley. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est pas marqué dessus. Soldano. Donc SLO et Metroplex, c'est du. Donc ça, c'est Metropoulos qui fait les Marshall modifiés. Super. Metropoulos, il avait pas fait des amplis pour Phil X justement à un moment. Alors Phil, il a sa tête signature chez Friedman, mais il y a. Oh, c'est possible. Franchement, il a fait des têtes pour plein de gens. Parce qu'il fait des super répliques de Marshall et des modifs. Donc le Metro, on est sur du Marshall boosté. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a du. Ouais, ça c'est du Twin Tweed, donc c'est un truc plutôt à la Fender. Très polyvalent. Moi j'aime beaucoup ce concept. C'est un concept qui est probablement trop un concept de technicien, donc qui passe pas trop chez les guitaristes, mais moi je le trouve assez cool. C'est vrai que c'est cher. Donc déjà t'achètes une tête vide, t'as déjà lâché 1500 balles et le truc fait pas de son, donc je comprends que ça coince un peu. Ou c'est peut-être pas 1005 mais c'est assez cher. Et puis après chaque module c'est encore 300 ou 400 balles, donc effectivement tu te refais ta tête à 2005 les autres font, hein. Mais je pense que c'est pas. Le truc d'acheter un truc puis d'avoir besoin d'acheter encore des accessoires. Ouais, voilà. C'est même si c'est du matos de dingue, fait aux États-Unis, conçu par Frayette. Enfin, c'est génial. Et on en a vraiment pour son argent, je trouve. Mais ça sonne pas strictement comme un SLO, strictement comme un Metroplex, parce que tu vois, c'est du 6L6. Donc bon, du Marshall en 6L6, bon, ça existe, hein, mais donc on n'est pas. Le voicing bouge un peu, mais c'est le 6 ou le L34, monsieur Roland Morlot? La question est là. C'est pas Ignare. Ah bah ça c'est du L34, tu vois, tu poses pas de questions sur les vieux. Mais moi j'aime bien les deux, tu vois, je fais pas, j'ai pas de religion en la matière, d'autant que tu peux les faire sonner assez similaires, ça dépend du circuit que tu mets autour. Tu es en train de dire que les lampes n'ont pas d'importance? Non, du tout. Je te dis qu'il y a autour des lampes, il y a un design. Je troll un petit peu et tout. Je sais, mais c'est un sujet important. Il a fait une vidéo où il montait la strat Lego. Tu vois qu'ils ont fait. Bon, et tu fais les lampes en Lego. Et tu fais les lampes en Lego à mettre dans l'ampli, c'est génial, c'est hyper détaillé. Et puis moi, comme un con, je fais ah bah regarde, ça doit être une L34, je sais pas quoi. Et il y a un mec qui me rentre dans mes commentaires. Mais non, c'est pas ça. Milliard. Marlot enculé rend l'argent. Au feu, au bûcher. Mais effectivement, et ça souvent ça a des origines un peu anciennes. Alors, faut savoir aussi que les fabricants américains utilisaient d'autres références de tétrode comme la 6L6, qui est pas une partode, et qu'ont d'autres noms là-bas, donc c'est la 50, je sais pas quoi. Pareil, la 6L6, il y a la 58-80. Bon bref, je m'emmène les crayons. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les Américains avaient d'autres appellations, et qu'effectivement ils montaient les trucs qu'ils avaient sur place, que l'import-export ça marchait pas de la même manière dans les années 60 et aujourd'hui. Donc t'avais effectivement la ECC 83 ou la 12X7 qui étaient les deux, voilà, et le L34 et la 6L6 qui étaient les deux en compétition. Mais c'est vrai que les circuits autour sont différents. On peut les faire sonner de manière similaire.
Mais pour ça, il faut des circuits assez différents. Donc c'est sûr que si tu swaps une L34 à la place d'une 6L6, ce qui est souvent faisable avec quasi pas de modif, juste changer les tensions, le bias, etc. Bah ouais, ça va sonner différemment, tout simplement parce que les circuits autour sont pas pensés pour. Donc moi j'ai tendance à dire en tant que concepteur d'ampli, il faut bien réfléchir à l'architecture que tu mets autour du tube. Presque plus qu'au modèle du tube lui-même. Voilà. Bon, voilà. Après, il y a des débats philosophiques. Moi, je fais plus de la technique que de la philosophie, tu vois. Mais je sais que, tu vois, en Wi-Fi, tu peux avoir de l'I-Fi en CL6, en L34. Finalement, tu peux faire des trucs ultra transparents avec ces deux tubes, si tu veux, si c'est ça ton objectif. Un petit Friedman dont je crois que c'est le Dirty Shirley, mais je me rappelle plus du modèle. C'est même pas écrit dessus. J'ai les deux versions. J'ai la version 50 et un plus petit qui me sert. Je vais être honnête, plutôt de presse-papier. C'est pas trop mon. Ça va. Le petit Friedman, mais parce que celui-là est cool. Voilà, le 50. En fait, ils sont gentils, ils m'ont envoyé les deux, mais en fait, je sais pas pourquoi, parce que le petit, voilà, il dépanne parce qu'il est léger. Ouais. Et comme j'ai plein de trucs cool, comme le rêve, comme voilà, honnêtement, celui-là, il sert pas énormément ou à mon équipe. Mais celui-là, le Dirty Shirley, alors ça sait faire un peu qu'un seul truc, c'est-à-dire du crunch et du gros crunch s'il faut. Mais c'est badass quoi. On peut continuer dessous. Dual Rectifier, ça c'est un ampli que j'ai acheté assez récemment. Parce que ça fait partie de ces trucs qui aujourd'hui sont un peu passés de mode, mais encore une fois quand t'as été ado dans les années 90 et que t'as bavé sur ces amplis qui coûtaient 30 000 francs mon gars, c'est ça. Donc tout le monde a dans l'oreille le grain Mesa Boogie et le grain du recto en plus. Je pense que tout le monde a voulu acheter ça en 95, tu vois, mais peu d'entre nous avaient les moyens et moi je les savais pas. Mettre une 7 cordes à l'intérieur. Ouais, ou même de la 6, t'avais beaucoup de trucs qui étaient faits sur la 6 détunés, tu vois, les machinelles, les premiers machinelles ou des trucs comme ça, c'était pas nécessairement des 7, c'est de la 6 en drop C, tu vois. Ouais. Et du coup, là j'ai eu l'opportunité, un copain qui me vendait ça. Bon, là j'ai fait, bon écoute, c'est le moment de réaliser un rêve de jeunesse. Bam, il est là. Il est tout en bas, ce qui veut dire qu'il est peu joué, mais il sonne, voilà, comme un dual recto, et il y a 20 millions de pédales devant pour ceux qui veulent le truc. Moi, je préfère, plutôt que de mettre des pédales dodées devant, je préfère prendre des guitares avec un faible niveau de sortie ou des trucs un peu plus fluets, comme les EMG et compagnie, ce qui fait que du coup, ça nettoie le bas du dual rectifier, et d'un coup, le truc se met à marcher comme il faut. Effectivement, avec des micros modernes qui dégueulent de grave, comme certains bare knuckle, etc. Oui, bah, si t'as pas une OD devant, c'est inutile. Donc, c'est carrément de la bouillie dans le grave. Et contrairement à la Mark V, où tu peux couper le grave dans le tone stack pour le remonter derrière, une fois qu'il est clean, pour le remonter dans les Q5 bandes, là, il n'y a pas les Q5 bandes. Donc, il faut te débrouiller avec ce que t'as, quoi. Le Badlander, justement, mais ça, on a travaillé avec eux pour justement faire un ampli qui marche avec des accordages bas, sans faire de la bouillie dans le grave. Donc, le premier prototype qu'ils m'ont envoyé, ça a pas loupé, c'était comme un dual rectif, c'était inutilisable avec 7-8 cordes. Et nous, on a renvoyé une version, alors en toute modestie, on a fait partie des plusieurs qui ont été interrogés dessus. On a renvoyé une version, justement, on avait quand même pas mal nettoyé le grave en leur disant pensez aux accordages graves, quoi. Il n'y a pas que des mecs de 50 ans qui vous amplient. Donc c'est aussi intéressant d'essayer de nettoyer ça et de pas refaire les amplis qu'ils avaient déjà. Randall Satan, notre copain Ola Englund, là aussi relativement peu joué. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, moi c'est le son clair que j'aime sur cet ampli. J'aime pas nécessairement le voicing des canaux saturés. Détail amusant, le canal 1 et le canal saturé sur cet ampli, hein, le canal 2, le canal clair. Il est joli, il est rigolo, il s'éclaire en rouge. Voilà, on est sur un truc pour les petits jeunes. C'est très sympa. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont ultra bien réussi le canal clair, qui est un très beau son clair en 6L6, enfin un truc super sympa. Donc on l'utilise des fois pour ça, mais c'est pas celui qu'on use le plus. Tête VH, alors celle-là pareil, c'est plus par nostalgie qu'autre chose. Bon, déjà c'est un son de référence. Tu fais du high gain. Si t'as pas un SLO, un dual rectifier ça, t'as juste pas compris ton métier, donc il le faut. Donc ça c'est les éditions plus récentes, donc on n'est pas dans le pur 51-50 block letter première série de 90 je ne sais quoi. On est dans les dernières éditions, mais qui sonnent, je trouve, très bien. Donc ça c'est les modèles en 6, série limitée avec les couleurs de Eddie, etc. Pareil, c'est une opportunité, un copain qui voulait changer de matos, qui voulait nos pédales et tout, donc on a fait un deal. Bon bah truc de référence. Il faut l'avoir. Il est joué quand même assez régulièrement. Assez différent voicing de ça qui est plus SLO. Là on est plus sur un truc où faut savoir un peu ce que tu fais pour en tirer ce que tu veux. Mais c'est le son. Alors c'est pas le son des vieux Van Halen, on est d'accord, hein, mais quand tu fais du métal, voilà, ça marche.
À côté, on a un Randall. C'est le Luno béton. Donc c'est le Luno avec le vumètre. qui est très joli, hein, voilà, qui est très décoratif sur une table de salon. Au niveau son, c'est un peu particulier. Donc on est sur du 800 avec une rate devant. Donc la partie solo. C'est le circuit de la rate que tu actives ou pas. D'accord, t'as une rate hein, dans... Ouais. Okay. Comment dire, c'est une relation un peu compliquée avec cet ampli. Il est pas mauvais, mais il est clairement pas bon. Ils ont un peu, il y a des trucs à mon avis qui ont été un peu, enfin quelques raccourcis qui ont été pris. Ça sonne comme un JCM 800 effectivement, mais moi le canal saturé et encore pire avec la rate devant, je n'arrive pas à le faire sonner. C'est pas mon univers. C'est ultra typé années 80 et il n'y a pas ce truc teigneux du 800 modé boosté quoi. Je retrouve pas ça. Mais il est ultra badass. L'enceinte qui va avec est magnifique. Quand tu fais le stack, c'est juste incroyable. Mais même Luno ne l'utilise pas. Il utilise toujours ses 800 modés ou des petits pedalboard Boss, je crois, avec Rihanna, parce qu'il n'a pas envie de s'embêter, je pense. Donc bon, c'est un peu un rendez-vous manqué, je trouve, cet ampli. Mais il a l'air super cool. Un petit Orange Class A. Là c'est pareil, une opportunité, c'est celui d'un de mes collaborateurs. Un truc qui sait faire qu'une seule chose mais qui le fait super, un crunch incroyable, un son clair génial, voilà, il est super, il sait faire qu'une seule chose. Donc ça c'est qu'une partie de la collecte ici. Parce que derrière toi Romain, on a la pile des amplis non joués. Donc on a vu dans la précédente vidéo ceux du bout, le petit Colt Ace et un petit Synergy. Là aussi un de mes rêves d'adolescent. La Road King, donc le vaisseau amiral, la classe S, full options avec des fauteuils en cuir maçon et chauffeur. Là aussi, alors là cette fois plus de boutons derrière qu'à l'avant, donc pour moi c'est un peu... Alors c'était vendu comme l'ampli de tournée idéal, mais pour moi c'est plutôt un ampli de studio. Un rackable à cause des boutons derrière, donc un peu pénible. Mais ça sait tout faire, ça sait faire le meilleur comme le pire de la série Rectifier. Beaucoup d'amour pour cet ampli qui était une des premières arrivées sur le sol français. Elle a son transfo 115-230. Et beaucoup d'histoires, c'est un ami à moi qui me l'a vendu. Encore une fois, voilà, rêve d'adolescent réalisé et qui nous a servi beaucoup sur le développement de nos préampes, par exemple. C'est un peu le Canal 3 moderne, c'était un peu notre point de référence. Et au-dessus, une custom audio, donc ça fait partie de l'Audescent qui n'est pas du gros gain, on est plus dans du Marshall boosté, que je n'ai pas encore branché, mais qui va l'être un jour. Ça, c'est un copain à moi qui vendait ça. Et je lui dis, écoute, c'est vraiment un son qu'on n'a pas ici, donc il faut que je la teste. C'est celle qui a servi de base, donc c'est ce modèle qui a servi de base à la PT100, donc la tête Pete Thorne, Sir, puisque c'est John Sir, on suit ça à l'époque. Et donc ils sont pas partis de la CAE, la 3+, ils sont partis de l'Audescent, à laquelle ils ont mis un peu plus de gain. Donc ça c'était la base Pete Thorne. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne vais pas déclencher un torrent d'insultes avec toutes les bêtises que je dis, mais il me semble bien que c'est celle-là qui a servi de point de départ. Donc on n'est pas du tout dans le gros gain qu'on peut avoir sur la CAE de chez Bruno Durand, qui lui a modifié beaucoup de préamp CO3+ originaux. On est dans un truc plus clean et lead Marshall boosté, gros rock américain, justement à l'américaine quoi. Pas du mode comme on en faisait dans les années 80-90 quoi. Donc en gros, cette collection-là, même si c'est super cool d'empiler des amplis, on est bien d'accord, ça fait toujours son petit effet quand tu rentres. Toi, ça te permet, comme les couleurs sur une palette, en fait, de pouvoir aussi travailler sur tes produits, sur les grains, de tester des choses, etc. Ça permet plein de choses. Déjà, la première, pour mon équipe, moi j'ai pas mal d'expérience avec les amplis, j'en ai quand même utilisé une certaine quantité, mais mon équipe a pas toujours la même expérience, donc ça leur permet justement de tester différentes couleurs sonores et surtout de valider la compatibilité de nos produits avec tout ça. Alors il y a plein d'amplis qui sont pas là parce qu'ils sont de l'autre côté en R&D ou en dépannage ou machin. On a du Fuchs, on a je sais même plus ce que je vais récupérer, du Stevens, des fois des marques un peu exotiques. Mais ça nous permet aussi à dire aux clients qui disent j'ai essayé avec mon ampli, ça marche pas, de dire écoute ton ampli on a le même ou quasiment le même et ça marche. Et donc envoie-nous un sample, on va t'aider. Donc ça permet de rassurer les gens. Et ça nous permet d'avoir tout un tas de sons de référence ou d'architecture, de topologie d'amplis différentes. Ils sont tous différents dans leur conception, parce que bien entendu ils se repompent les uns les autres, mais ils ont tous des petites modifs. Et ça nous permet de voir des fois soit de déceler une faiblesse dans notre système qu'on n'avait pas imaginé, soit de dire aux gens non, on l'a testé, c'est validé. Par exemple le Captor X qui est notre produit phare aujourd'hui, on sait qu'il tient le super lead à bloc qui sort
tranquille, 150 watts, et pendant des heures s'il faut, on sait que le Captorix, ils font pas quoi. Même si on le donne pour 100 watts, on a prévu un peu de headroom pour éviter que les gens soient toujours à la limite au point de rupture. Donc, tous ces amplis-là passent dedans et tous ces amplis sont très puissants. La 5550 fait largement plus de 100 watts et vraiment quand tu mets tout à droite, ça fait même plus de 150. Donc nous justement, on essaie d'aller un peu au-delà de la spec qu'on donne. Donc quand on donne une spec, c'est une spec régulée avec un produit qui ne chauffe pas. Et on l'a pas vu, ça sort un peu tout petit peu du contexte des amplis, mais juste pour expliquer, parce que c'est un point je pense important pour que les gens comprennent, c'est que nous on fait des systèmes silencieux, donc ils rendent ces amplis silencieux. Ou en tout cas de contrôle de volume. Mais du coup, tu vas passer dans du monitoring. Et le monitoring plat parfait, ça n'existe pas. Donc en fait, ici, on a plusieurs configs. Où on a différents types d'enceintes de monitoring. Donc là, on a ce qu'on appelle du mid-field, donc mi-distance. Chez Adam et chez Dynaudio. On a aussi de la Sono avec une petite enceinte bricolée ici. On a aussi du QAC qui est sur le côté qui n'a pas été recablé. Et aussi plein de sortes de casques. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tous ces éléments-là vont colorer ton écoute d'une manière que tu aimes ou pas, mais dans tous les cas, ça va toucher au son. Et le truc plat, parfait, n'existera jamais. Parce que ça n'a pas vraiment de sens. C'est probablement assez horrible d'ailleurs d'écouter de la musique avec ce truc plat et parfait. Et donc, l'expérience que font les gens ici quand ils testent tous ces trucs qu'ils font jouer, c'est aussi de leur montrer que le torpedo, il a un son, mais que ce son, il est aussi retravaillé par leur système d'écoute. Et c'est quelque chose que je dis souvent aux gens et qu'il faut vraiment répéter, c'est que c'est sympa de mettre du blé dans vos guitares, dans vos cordes, dans vos médiators, dans vos câbles, dans vos effets, dans vos amplis, mais si vous ne mettez pas en rond dans votre monitoring ou dans votre casque, tout ce joli travail d'accumulation de jolis matos est mis à la poubelle. Parce que vous allez travailler votre musique sans entendre. C'est comme un peintre avec les yeux bandés. C'est pas possible. C'est le même syndrome que le mec qui fait son pedalboard et qui utilise des patchs à 3 € l'unité ou une alim à 9 balles. C'est même pire. C'est-à-dire que même ton patch à 3 balles, il va passer le son, tu vois. Le problème, c'est que du monitoring à 3 balles, les fréquences graves, tu les auras pas, les aigus vont être tordus, il y aura de la distorsion dans tous les sens, tu seras incapable de bouger même un tout petit peu de ta position de travail, tellement le point focal sera ultra minuscule, parce que la gestion des délais entre les niveaux haut-parleurs a été mal gérée. Il y a tout un tas de trucs à prendre en compte, et pour moi, les enceintes de monitoring, c'est vraiment l'endroit où, quand tu mets 100 balles de plus, t'entends pour 100 balles de mieux, tu vois. Et les micros et les casques, je veux dire, c'est la même chose, avec l'avantage que c'est quand même moins cher, parce que là on a quand même des monitorings qui coûtent le prix d'une petite voiture, mais je dirais même avec ça vaut tout. Je veux dire, tu mets 1000 balles dans ton monitoring pour quelqu'un qui a déjà quelques belles guitares, quelques beaux amplis, 1000 balles dans le monitoring, tu te féliciteras d'avoir dépensé chaque centime là-dedans, parce que tu les entendras. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de monitoring à 100 balles qui sonne mortel, ça n'existe pas, quoi. Donc autant tu peux trouver des guitares d'entrée de gamme qui vont faire la blague, même si elles tiennent pas beaucoup d'accord, même si la castillage est pas génial, même si elles se tordent un peu quand l'humidité bouge, bon, tu payes des bois mal séchés ou peu séchés, ok, mais tu pourras quand même faire ton morceau. Mais le monitoring, c'est vraiment conduire les yeux fermés, quoi. Si tu mets pas des ronds là-dedans, tu pourras pas avoir de la belle électronique pour l'amplification, tu n'auras pas des bons drivers, ou tu auras des trucs gros comme ça. Et nous, on a souvent des gens qui nous disent, je comprends pas, mon torpedo, ça sonne pas comme un 412 à bloc dans mon dos, quoi. Je fais, ouais, mais sur quoi tu t'écoutes, mon gars, parce que si t'espères avoir la poussée d'un 412, c'est-à-dire presque un mètre carré d'émission de son avec des haut-parleurs de pouce et demi, c'est un peu comme si tu mets une 2 chevaux sur le circuit du Castellet, tu t'étonnes de pas gagner, tu vois. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Et nous ici, justement, on a des monitoring un peu costauds, on a du 10 pouces, tu vois, des haut-parleurs un peu solides. On n'a pas encore du 12 pouces, parce que là, 12 pouces, c'est le monde du in-wall, tu vois, c'est le monde du monitoring là, qui coûte le prix d'une grosse voiture. Où là, on n'a pas encore, parce qu'on n'a pas vraiment l'utilité. Mais quand tu joues sur ce monitoring-là, franchement, tu prends ton pied, mais 10 fois plus que sur un 412. Nous, on a fait plein de salons, on avait de la grosse sono, tu vois. Même un salon, je me rappelle, à Francfort, où on pouvait encore faire un peu de bruit. On faisait monter les gens sur le caisson de basse. Donc, on avait 2 fois 1 kilo, là. Oh, la classe. On avait 2 fois 1 kilo. Donc, t'étais, les 2 pieds avec chacun sur un caisson. Et t'avais 2 têtes qui devaient faire 2 fois 500 watts, tu vois. Non, je me rappelle plus quelle marque c'était, du Marty. Bon, je me rappelle plus. Peut-être du Amadeus, c'est un système français. Et, je te garantis, quand t'as testé ça, que t'as fait greux sur un truc où déjà le sol te fait monter les graves par conduction osseuse et que derrière t'as 2 têtes, tu vois, bien costauds qui t'envoient les médiums et les aigus, torpedo ou pas, on s'en fout, mais je veux dire, une fois que t'as testé ça, tu trouves qu'un 412 ça sonne petit, tu vois. T'as les sides sur scène, sur les grosses scènes de festival, t'as les gros sides là, sur les côtés, parce que ça t'envoie dans le museau, je veux dire, il n'y a pas de 412 qui peut s'aligner, quoi. Faire ça. Moi je me rappelle avoir fait la balance pour M,
Enfin, pas la balance pour M, mais il se trouve qu'on faisait la balance, puis les mecs étaient sympas, ils m'ont dit, tiens, prends la guitare, fais je joue, sans déconner. Il y avait un full stack à 2 mètres derrière moi, qui était à blinde, avec une tête, JCL, je sais pas quoi. À blinde, hein, ok, tout à droite, et full stack. Je l'entendais pas tellement les retours étaient puissants devant, quoi. Ah oui. Bon, honnêtement, j'ai fait 2 notes, j'ai fait, les gars, vous êtes des gros tarés, je vous rends cette guitare. C'est juste en danger de mort, là. Mais il y avait 3 retours, il devait y avoir 3 kilos de retour, tu vois. Mais le truc, c'est que voilà. Ah ouais, non, c'était absurde. Absurde. Peu de fois j'ai été confronté à ça, mais vraiment c'est juste trop. Même Slipknot, tu vois, à côté c'était raisonnable, tu vois. Et pourtant le son de scène de Slipknot, il n'y a pas une enceinte sur scène, mais ils ont tellement des sides et et ils sont en ear plus les sides, donc t'es en lévitation, tu vois, pendant tout le concert, tu vois. Le sol bouge tellement que juste tu te balades comme ça d'un bout à l'autre. Mais c'était beau, tu vois, un son ultra propre, ultra carré et pas qui te pète les oreilles. Mathieu, il aime avoir un peu de... Il y a de la sensation, tu vois, il est pris en sandwich entre le full stack derrière et les 3 kilos de retour devant. Je te garantis que ça... Quand tu fais des notes, tu dois les sentir physiquement. Moi j'adore, tu vois, même si nous on fait du silence, j'adore ces sensations physiques. Et voilà, encore une fois, mettez du blé dans votre monitoring ou dans la manière dont vous écoutez votre instrument. Quel que soit ce que vous utilisez, torpedo ou pas, on s'en fout du truc à modélisation. Parce que ça, à chaque fois que vous allez monter en taille, vous allez le sentir et vous allez avoir un meilleur feeling de jeu. Question pour conclure, question piège. T'as le droit d'en prendre qu'un et de garder qu'un seul ampli dans cette pièce. Un seul. Écoute, si je dois en garder un seul qui sait faire un peu tout, ce sera sans doute le rêve. Le rêve. Parce que tout est bien pensé, il y a 4 canaux, il y a un petit peu de tout. Et moi je réfléchis sur enregistrement, tu vois. Donc un seul pour faire mon métier, ce serait celui-là. Ok. Un seul pour le plaisir, parce que ça sait faire qu'un seul truc, mais qu'en termes de sensation physique, il n'y a rien qui le touche, c'est le Super Lead. Ouais. Parce que ce truc-là à blinde, qu'on peut facilement jouer à fond avec mes systèmes, sur enceinte ou sur monitoring, ce truc-là à blinde, c'est vraiment un truc assez animal, inimitable. Et celui-là sonne vraiment bien, il est bien réglé, il sonne vraiment bien. Pour le côté rock'n'roll sans concession, truc de boomer, quoi, tu vois. Voilà. C'est celui-là. Merci beaucoup Guillaume. Je t'en prie. C'était grave cool. On se retrouve un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo.